Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Invité de la semaine. Nous y sommes encore cette semaine et c'est pour parler cette fois de la Croix-Rouge malienne. Et pour en parler justement, plusieurs questions sont au menu de cet entretien avec Monsieur Noum Maïga, qui est le secrétaire général de la Croix-Rouge. Comment se porte la Croix-Rouge malienne aujourd'hui? Nous en parlons. Il y a une opération d'assistance aux sinistrés, des inondations face au changement climatique, on en parle. Dans cette émission, inauguration des infrastructures dans le village de Kamanegela. Nous ne sommes pas trop loin de Sélingué, on en parle dans cette émission. Et la semaine qui suit, il y a le 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge. Qu'en est-il? Quelles sont les préparations de cette journée? C'est au menu de cette émission de ce jour. Alors, la situation des volontaires, on en parle dans cette émission. Alors, 2000 Maliens refoulés de la Mauritanie, quelles sont les actions de la Croix-Rouge malienne? Les personnes déplacées internes et les migrants, leur situation aussi ici au Mali et ailleurs, on en parle. Pour finir, le tout, ce sera couronné par les 60 ans d'existence de la Croix-Rouge au Mali. Ces 60 ans sont en train d'être préparés et ce sera très prochainement. On évoque également ce sujet. Comme je l'avais déjà présenté, il s'agit de Monsieur Noum Maïga, qui est secrétaire général de la Croix-Rouge et c'est lui qui est sur ce plateau avec nous pour débattre de toutes ces questions que nous venons d'évoquer. Monsieur Noum Maïga, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Le pays va bien? Le pays va bien, alhamdoulilah. Très bien. Comment se porte votre organisation, la Croix-Rouge malienne? La Croix-Rouge malienne se porte très bien, malgré les situations récentes que nous avons eues, notamment en lien avec les coupes financières de l'USAID, qui effectivement n'a pas affecté outre mesure la Croix-Rouge malienne en tant que telle, mais faisant partie d'un consortium humanitaire où, effectivement, comme vous le savez, le financement de l'USAID constitue près de 40% du financement humanitaire. Alors, donc, par ricochet, effectivement, nous sommes aussi affectés, mais voilà, mais sinon, ça peut aller. Très bien, merci beaucoup. Vous avez lancé quand même récemment des opérations d'assistance aux sinistrés. Qu'en est-il réellement? Merci pour cette question, parce qu'en fait, comme vous le savez, en fin d'année, l'année passée, en décembre, nous avons lancé un appel d'urgence complexe pour venir en assistance à près de 200 000 personnes affectées par les inondations, parce que, comme vous le savez, l'État malien a décrété l'état de catastrophe nationale suite aux inondations que nous avons connues. Et à la suite de ça, nous avons mobilisé autour de 400 millions pour venir en assistance et nous avons été la première organisation effectivement à intervenir auprès de la Direction nationale du développement social pour assister les premières victimes au niveau de Bla. Mais nous avons estimé que cela a été très insignifiant par rapport à l'ampleur des dégâts et nous avons lancé un appel à fonds au niveau national et au niveau mondial pour mobiliser 5 milliards au bout d'un an pour venir en assistance à 200 000 personnes. Donc à la suite de ça, au mois de mars, nous avons récolté autour un peu plus de 2 milliards 800 millions et effectivement nous avons lancé les premières opérations pour venir en aide à ces populations-là dans cette région du Mali et le district de Bamako. Donc il s'agit des personnes affectées par les inondations, des personnes déplacées internes, mais aussi des communautés hautes qui sont restées sur place, mais qui sont aussi dans autant de précarité que les populations déplacées. Avec tous ces soutiens, est-ce que ces populations, ces sinistrés se portent très bien aujourd'hui? Vous savez que la situation humanitaire au Mali est complexe et évolutive. C'est pourquoi nous pensons que chaque organisation humanitaire auprès de l'État doit effectivement continuer à renforcer l'élan de mobilisation de ressources pour venir en aide à ces populations. Il ne s'agit pas seulement de l'assistance immédiate, mais il s'agit aussi de s'impliquer dans le relèvement de ces populations-là. Parce que la plupart,
ils ont perdu tous les moyens de vie, tous les moyens en plus d'avoir perdu les abris, mais ils ont aussi perdu les moyens d'existence, les moyens de vie. Alors donc, on les vient en aide, en assistance d'urgence immédiate pour les besoins immédiats, mais le plus important, c'est de pouvoir les aider aussi à se relever avec des activités génératrices de revenus, des activités qui leur permettent de reconstituer leurs moyens de vie. Alors donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous investir à mobiliser les moyens, les ressources humaines et les ressources financières pour continuer à assister, à aider ces populations. Très bien. L'année passée, vous avez mobilisé beaucoup de fonds pour Kamanegela. Nous avons appris, en tout cas, que vous avez inauguré des infrastructures dans ce village. Quels sont les moyens que vous avez pu mobiliser et comment les choses ont été dans ce sens? Le mercredi passé, le 24, effectivement, nous avons inauguré les différentes infrastructures que nous avons construites suite au Téléthon qui a eu lieu le 17 février 2024. Et comme vous le savez, nous avons visé pour mobiliser 150 millions au cours de cette nuit, au cours de ce Téléthon. Mais bon, nous n'avons pu mobiliser qu'autour de 71 millions. Donc les 71 millions étaient largement insuffisants par rapport aux besoins au niveau des communautés. Mais la Croix-Rouge malienne a dû mettre la main dans la poche elle-même pour pouvoir compléter les infrastructures, et donc nous avons construit 3 salles de classe standards du ministère de l'Éducation avec équipement, des tables bancs, et nous avons aussi réhabilité les latrines qui sont là-bas, mais en plus de ça, nous avons aussi construit, aménagé des périmètres maraîchers, 2 périmètres maraîchers, un périmètre pour les femmes des personnes déplacées, près de plus d'une centaine de ménages déplacés depuis 2019 qui étaient dans ce village-là. On a aménagé un périmètre pour eux. On a aussi aménagé à côté un périmètre maraîcher aussi pour les femmes du village elles-mêmes, c'est-à-dire les populations hautes. Et nous avons aussi construit, mis en place un système d'adduction sommaire qui permet non seulement d'abréver les animaux, aussi de donner de l'eau potable aux populations, mais en même temps servir pour le maraîchage. Donc ce sont ces différentes infrastructures, en plus aussi de l'assistance que nous avons fait auparavant de plus d'une vingtaine de tonnes de céréales d'hiver aussi que nous avons donné en assistance d'urgence à ces populations-là. Et donc, ce sont ces infrastructures que nous avons inaugurées la semaine passée sous le parrainage du ministère du Développement social, de la Santé et du Développement social. Très bien. Alors, vous faites ces actions souvent, mais est-ce qu'il vous arrive de faire le suivi et évaluation pour voir dans quel état ces infrastructures sont après vous? Bien sûr, parce que nous avons on a à la fois le système de suivi et évaluation, mais aussi nous avons le système d'évaluation d'impact. Okay. Et l'évaluation d'impact vient quelques années après la réalisation de ces infrastructures-là, pour voir si effectivement ce que nous avons fait a vraiment eu de l'effet et de l'impact sur les communautés. Alors, mais tout au long de la mise en œuvre du projet, il y a des suivis pour nous assurer que ce que nous sommes en train de faire va dans un bon sens, mais à la fin aussi, nous faisons une évaluation parce que au départ, nous nous sommes assignés des indicateurs qu'il faut atteindre. Donc, à la fin du projet, des projets, nous faisons des évaluations pour voir si, effectivement, nous avons atteint ces objectifs-là. Mais au-delà, nous avons aussi ce qu'on appelle l'évaluation de la satisfaction des bénéficiaires. Donc, ça, c'est aussi une action que nous faisons à la fin de chaque action que nous menons. Nous essayons d'évaluer, de parler avec les bénéficiaires pour voir d'abord leur niveau d'appropriation, leur niveau d'implication, mais aussi la satisfaction par rapport aux actions que nous avons menées dans ces communautés-là. Très bien. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans l'émission Invité de la semaine et nous parlons de l'humanitaire ce soir avec le secrétaire général de la Croix-Rouge. Il s'agit de monsieur Noumaïga. Alors, nous avons déjà abordé un certain nombre de questions. Alors, la semaine prochaine, c'est le 8 mai précisément, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge. Comment cette journée se prépare?
La journée se prépare très bien et chaque année, nous organisons des activités pour commémorer la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et cette année, effectivement, nous avons prévu un format de cérémonie un tout petit peu différent que les autres années. Nous allons certes avoir la cérémonie traditionnelle des discours, mais aussi de célébration avec les volontaires. Mais nous avons aussi prévu une table ronde pour parler des défis humanitaires. Et cette table ronde, nous prévoyons de l'animer avec le développement social, qui est notre tutelle, mais aussi avec les autres acteurs humanitaires pour faire ressortir un peu les défis que nous avons aujourd'hui au niveau de l'assistance humanitaire. Donc le format est un tout petit peu différent, mais de ce que vous avez l'habitude de faire. Très bien. Vous avez évoqué tout à l'heure la situation, en tout cas, vous avez évoqué la situation des volontaires. Quelle est aujourd'hui, ou bien je veux commencer comme ça, qui peut être volontaire et quelle est aujourd'hui la situation des volontaires au niveau de la Croix-Rouge? Comme vous le savez, la Croix-Rouge déjà est une organisation à base volontaire. Donc la première personne qui a fondé la Croix-Rouge est une personne volontaire et je crois que depuis là, la Croix-Rouge est une organisation dont les actions sont essentiellement basées sur le travail du volontariat. Et aujourd'hui, au niveau du Mali, nous avons près de 10 000 volontaires sur toute l'étendue du territoire. Et au niveau mondial, il y a plus de 14 000 volontaires au niveau mondial au sein de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc, nos actions sont essentiellement basées sur les activités, la contribution des volontaires. Et c'est pourquoi, chaque 8 mai, nous nous arrêtons pour célébrer le travail immense et le travail important que font ces hommes et femmes très ordinaires, mais qui tous les jours font un travail extraordinaire sous les intempéries, sous la pluie, sous le soleil, mais qui sont toujours là pour aider les prochains. Oui, mais qui peut être volontaire? Tout le monde peut être volontaire. Tout le monde peut être volontaire. Nous voulons commencer déjà par le président de la République, pour qu'il soit le premier volontaire du Mali. Et ensuite, tout le monde, tous les Maliens. Nous souhaiterons qu'au moins dans chaque famille, minimum, il y a un volontaire de la Croix-Rouge du Mali. Donc tout le monde peut être volontaire. Et pour être volontaire, c'est très simple. Et nous existons en tant que Croix-Rouge malienne dans toutes les régions du Mali. Il n'y a pas de région du Mali, il n'y a pas de commune du Mali, il n'y a pas de cercle du Mali où nous n'avons pas de Croix-Rouge, que ce soit avec des bureaux physiques, du personnel et des volontaires et des membres. Donc il suffit tout simplement d'approcher ces différents démembrements, ces branches de la Croix-Rouge, et qu'on vous donne une carte et puis vous dites ce que vous pouvez faire en termes de contribution. Vous pouvez... Ce n'est pas seulement une contribution financière. Non, pas du tout, pas du tout. Généralement, ce n'est même pas une contribution financière, mais ceux qui ont la possibilité de faire des contributions financières, c'est bon. Mais généralement, toute personne, vous journalistes, vous pouvez apporter. Un enseignant peut apporter. Toute personne peut effectivement apporter quelque chose à la Croix-Rouge parce que nos actions sont diverses et complexes. Très bien. Alors, nous évoquons la situation des 2000 Maliens refoulés de la Mauritanie. Aujourd'hui, certainement que vous avez appris cette histoire des 2000 Maliens. Et quelles sont les actions prévues par la Croix-Rouge? Et déjà, avant l'expulsion de ces Maliens de la Mauritanie, la Croix-Rouge dispose déjà de ce qu'on appelle des points sûrs humanitaires pour assister les migrants dans la région de Caille. Et depuis plus d'une dizaine d'années, nous disposons d'un point sûr humanitaire au niveau de Diboli. Nous avons un point sûr humanitaire au niveau de Gougui et au niveau de Cailleville. Donc, comme vous le savez, le point d'entrée aujourd'hui, le principal point d'entrée, c'est au niveau du cercle de Caille. Et donc, nos volontaires sont déjà à pied d'œuvre. Dès les premières vagues de refoulés, nos volontaires étaient déjà à pied d'œuvre pour les accueillir, pour les orienter, pour les assister. Et aujourd'hui, déjà depuis plus de 3 semaines, nous sommes en train de les assister avec des repas chauds. Et nous venons de mobiliser plus d'une quarantaine de millions, effectivement, pour assurer aussi le transport des Maliens, effectivement, à l'intérieur, ceux qui vont dans les villages, pour assurer leur transport.
Très bien. Alors, si nous prenons l'humanitaire, même au Mali en général, quelle perception avez-vous de l'humanitaire au Mali? Bon, je crois que les organisations humanitaires font un travail remarquable tous les jours pour accompagner le gouvernement du Mali, qu'il faut le reconnaître aussi, a fait des efforts extraordinaires pour assister les populations du Mali. Donc, aux côtés des autorités, et comme vous le savez, la Croix-Rouge du Mali, à la différence d'autres organisations, est une organisation auxiliaire est une organisation humanitaire auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Okay. Alors, tout en respectant nos principes d'indépendance, nous restons quand même une organisation auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Alors, donc, nous continuons effectivement à assister et les organisations humanitaires continuent aussi à le faire. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début de cette émission, la plupart de ces organisations ont été fortement impactées par les coupes budgétaires du gouvernement américain. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des organisations sont en train de se replier des zones les plus sensibles au niveau de notre pays à cause de cette difficulté. Et ça, forcément, ça va avoir des conséquences lourdes sur des populations qui sont bénéficiaires. Ah, bien sûr, les conséquences sont déjà là parce que immédiatement quand les décrets sont tombés, les organisations ont suspendu toutes leurs activités et un mois après, ils ont annulé toutes les activités à ce niveau-là. Donc l'impact est énorme, mais bon, je crois que nous sommes en train de réfléchir pour trouver des voies alternatives pour mobiliser les hommes et les femmes, les moyens et les ressources financières pour continuer à aider nos populations. Très bien. Vous avez évoqué aussi des personnes, le cas des personnes déplacées internes et les migrants, surtout ceux de Caille. Quelle est leur situation? En tout cas, quand nous prenons les PDI en particulier, quelle est leur situation aujourd'hui? Bon, la situation des PDI, je crois que à certains endroits, ça s'améliore, parce que notamment au niveau du centre, parce que nous avons noté aussi mais de façon timide quand même, des retours, notamment en ce qui concerne la région de Bandiagara. Mais par contre, dans certaines zones, effectivement, les populations continuent à quitter leur village, à quitter leur lieu d'habitation habituel. Mais de l'autre côté, il y a aussi des lueurs d'espoir parce qu'il y a quand même certains qui commencent, mais très timides, qui commencent à retourner. Mais en ce qui concerne toutes les populations en mobilité, comme nous les appelons, que ce soit les migrants ou les déplacés internes, en ce qui nous concerne, nous avons mis en place ce que nous avons appelé effectivement ces points sur humanitaires où nous les donnons une assistance holistique. Parce que quand on fait l'analyse des besoins de ces populations-là, les besoins sont divers. Il y a des besoins en santé, il y a des besoins en abri, il y a des besoins en prise en charge psychosociale parce qu'ils sont affectés moralement et mentalement. Il y a des besoins en premier secours, en santé et autres. Alors donc, les points sur humanitaires que nous mettons en place dans des endroits sensibles nous permettent non seulement de faire l'évaluation et de mettre le doigt sur les besoins les plus urgents, et de les donner, mais aussi de faire une sorte de diplomatie humanitaire avec les autres acteurs, parce que nous avons un certain nombre de compétences, nous n'avons pas toutes les compétences, nous n'avons pas toutes les expertises, mais ça nous permet au moins de faire le réseautage avec d'autres acteurs pour effectivement compléter le paquet de services que nous menons à l'endroit de ces populations en mobilité. Très bien. Alors, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Un dernier mot? Je voudrais tout simplement souhaiter un bon anniversaire à la Croix-Rouge, aux volontaires de la Croix-Rouge, parce que, comme je l'ai dit, le 8 mai, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Alors donc, nous demandons à tous les Maliens de nous aider à célébrer et à magnifier le travail remarquable que sont ces hommes et ces femmes ordinaires qui font tous les jours un travail extraordinaire pour soutenir leurs prochains. Très bien. Alors, avant de nous séparer, vous préparez aussi les 60 ans d'existence de la Croix-Rouge au Mali. Et comment cette célébration se prépare? Cette célébration, nous la voulons grandiose parce que ce n'est pas tous les jours que nous atteignons 60 ans. Et donc, il y a un plan d'action qui est élaboré par notre département en charge
de la communication. Il y a une série d'activités, d'actions qui sont prévues, je crois, dès à partir de maintenant jusqu'au 20 août, qui est la date là, effectivement, et au-delà peut-être même. Et nous sommes en train de travailler avec les différents médias, le RTM, vous-même et d'autres, effectivement, pour magnifier effectivement cette date-là. Et donc, il y a un certain nombre d'activités et très bientôt, voilà, au niveau de l'RTM et d'autres médias, nous allons faire sortir le programme pour que les uns et les autres puissent être impliqués. Merci beaucoup. Merci, merci vraiment d'être passé. J'étais sur ce plateau avec Monsieur Noumaïga. Il est le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. Nous avons débattu sur un certain nombre de thèmes, de thématiques ici sur ce plateau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous, mais sachez que c'est Dieu qui demeure fort.